Débat, évidemment, je me tourne vers vous, Denis Jacob, votre sentiment, commentaire. Écoutez, c'est désolant. Je ne vais pas faire de grands discours là-dessus. C'est clair que c'est des gestes inadaptés, déontologiquement incompréhensibles. Mais je pense qu'il faut recontextualiser aussi tout cela. Ça ne justifie pas l'inexcusable, hein, que les choses soient claires. Mais il y a un contexte d'ultra-violence. Ça fait 5 mois qu'ils se prennent des pavés dans la figure, les collègues. Ils sont fatigués, ils sont insultés, agressés. On n'en parle pas souvent. On parle toujours des blessés parmi les gilets jaunes, ce qui est toujours regrettable, que les choses soient claires. Plus de 1300 policiers blessés depuis le 17 novembre. Il faut le rappeler également. Donc il y a une très grande fatigue, et malheureusement, avec cette extrême fatigue, cette récurrence de manifestations tous les samedis, eh bien, on n'est malheureusement pas à l'abri que quelques policiers craquent parce qu'ils sont à bout, ils n'ont pas de régularité de repos, je le rappelle, depuis les attentats de Charlie Hebdo, aussi avec toute la succession des missions qu'on a connues, missions nationales, missions internationales. Je ne vais pas faire la liste à l'après-vert, mais vous avez eu la commémoration de la Première Guerre mondiale, vous avez eu l'Euro 2016, vous avez eu la Coupe du Monde 2018, vous avez chaque année le 14 juillet, le Tour de France, tous les mouvements sociaux, on a eu les mouvements sociaux contre la loi El Khomri. Enfin, tout ça, mis bout à bout, fait que les collègues sont sur le pont de manière quotidienne. Et au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. Je rappelle également que la police nationale connaît actuellement une vague de suicides sans précédent. Il faut peut-être aussi prendre en compte cette fatigue récurrente. Et malheureusement, il se produit ce genre de comportement dommageable qui ne peut pas être excusable. Mais, je le répète, il faut aussi qu'on remette ça dans son contexte. Puis j'aimerais aussi qu'on parle de ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ce policier qui a été gravement blessé à coups de pavé dans la figure. Aucune vidéo sur l'auteur. J'aimerais aussi qu'on montre plus régulièrement l'intervention de la police qui a permis à la CGT d'assurer jusqu'au bout sa manifestation, alors qu'on la stigmatise en disant que, soi-disant, elle a gazé la CGT. Non, elle est intervenue pour empêcher les Black Blocs de se mettre en tête de cortège, d'exfiltrer M. Martinez pour qu'il puisse ensuite revenir derrière pour pouvoir finir sa manifestation. Ça, on ne le montre pas non plus. Ce qui s'est passé à la Salpêtrière de la même manière. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des collègues arriver calmement, évacués, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'utilisation de gaz lacrymogène, et ceux qui ont commis une effraction et une tentative d'intrusion, il faut quand même le rappeler, ça ce sont des faits avérés par moyen vidéo, effraction, intrusion d'un hôpital, eh bien, les collègues sont intervenus de manière calmement, les avaient évacués calmement, il n'y a eu aucun fait de violence. Donc ça aussi, il faut le dire, parce qu'on montre toujours le côté négatif quand il y a un collègue qui a potentiellement commis une faute, mais on ne montre pas que 99% de mes collègues font leur travail de manière... Je ne voudrais pas qu'on fasse l'amalgame entre le politique et le policier, parce qu'on laisse sous-entendre qu'on est une police politique, et je rappelle qu'on est... Et je rappelle aussi qu'on est dans un contexte électoral et que c'est à celui qui fera la surenchère pour essayer de tirer les marrons du feu. Là-dedans, les policiers sont pris entre le marteau et l'enclume, ça suffit. Nous, on veut faire notre travail de manière professionnelle. Le ministre, il tient les propos qu'il a à tenir en tant que ministre. Il ne m'appartient pas de les commenter. Moi, je représente les policiers. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on en a marre d'utiliser les policiers à des fins politiques et pas seulement forcément par ceux qui nous gouvernent. Donc, on est dans une surenchère électorale, il faut le dire. Moi, je ne peux pas accepter des propos qu'on peut entendre contre les policiers. Enfin, suicidez-vous. Non, mais c'est inadmissible. C'est totalement... Donc, non, mais, comprenez que les actes et les dérapages qui peuvent avoir lieu ne sont pas excusables, je l'assume et je le dis. Le ministre, il dit ce qu'il a envie de dire, il condamne pas, c'est son choix politique. Moi, je vous dis qu'il y a 220 enquêtes actuellement de l'IGPN en cours sur des actes potentiellement de policiers qui sont répréhensibles. Et on en parlait off tout à l'heure, un peu plus d'une trentaine qui ont déjà été transmis au parquet. Donc, on ne peut pas dire que rien ne se passe. C'est-à-dire que s'il y a des fautes qui sont commises, il y a des enquêtes. Politiquement, on ne peut pas dire mais que ça, le moi, ministre... je ne suis pas là pour parler politique. On ne peut plus trouver d'arguments d'excuses pour ceux qui viennent manifester. Je parle d'aujourd'hui. Parce que ceux qui viennent aujourd'hui, ce n'est pas ceux qu'on avait le 17 novembre sur les ronds-points. Que les choses soient claires. Et quand on voit des gilets jaunes... Parce qu'aujourd'hui, madame, moi, je n'excuse plus rien. Moi, je ne peux plus rien excuser quand on voit des manifestants gilets jaunes faire une haie d'honneur aux Black Blocs et les applaudir. Alors, moi, je suis d'accord avec vous que ça pose un vrai problème. Non, mais je pense que ça pose un vrai problème. Ce que je pense, c'est qu'il faut le traiter sur le fond. C'est-à-dire que, déjà, au point de départ, rappelez-vous, le 1er
1er décembre, les destructions qui ont eu lieu, le président de la République intervient et d'une certaine manière leur donne droit puisqu'il cède sur 10 milliards. Et depuis, on ne cesse d'avoir des gens qui disent sans la violence, on ne se fait pas entendre. Et ça, c'est quand même une question de fond. C'est-à-dire qu'il faudra bien trouver des manières de retrouver une régulation de la société, de faire entendre les contradictions, voire les conflits, autrement que par la violence. Or, le gouvernement est absolument autiste dans le grand débat et, par contre, pousse à la violence dans les manifestations. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de complètement dysfonctionner et qui va tout exploser. Alors, où je vous rejoins, c'est certainement pas la police qui va régler la question sociale aujourd'hui de ce pays. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur ce plateau, c'est la réponse politique. Mais quel que soit le gouvernement, d'ailleurs, en 2016, c'était pas le gouvernement Macron qui était là. Et on a eu les mouvements sociaux de la loi El Khomri. Bon, voilà. Donc, mais ça fait un moment qu'on a perdu un peu le sens du dialogue et de la confrontation politique avec des options qui s'entendent, se respectent et s'énoncent. Mais ça m'appartient pas. Non, bien sûr, ça vous appartient pas, monsieur. Mais moi, je suis syndicaliste. On est chacun. Je suis pas politique. J'avais une question pour vous, Denis Jacob. Vous dites que les policiers sont très fatigués, sont à bout. Est-ce que pour vous, les 7400 forces de l'ordre qui étaient mobilisées sur Paris pour le 1er mai, c'était trop ? Non, c'était pas trop. D'ailleurs, c'était tellement pas trop que, globalement, le maintien de l'ordre a très bien été géré. Moi, j'ai mis une équipe en place pour le 1er mai parce qu'on savait potentiellement qu'il allait y avoir des problèmes. Donc, j'ai mis une équipe sur le terrain pour aller constater parce que, voilà, on voit tous des vidéos, mais y être, c'est quand même bien pour savoir vraiment à quoi on a affaire et pas forcément côté manifestant. Donc c'est bien aussi d'avoir des personnes qui sont en retrait pour avoir le point de vue policier. Et mes collègues m'ont dit, bon, au niveau du maintien de l'ordre, ça a été particulièrement bien géré. La nouvelle doctrine qui a été mise en œuvre a évité d'avoir toute cette vague de Black Blocs qui était annoncée. Il y a eu une partie dissuasive puisqu'on a mis en place la doctrine du maintien de l'ordre dès la veille et pas le jour même, ce qui a permis d'interpeller déjà des individus provenant de l'étranger, lourdement armés, qu'on a pu mettre en garde à vue. Tout ça a permis, je ne vais pas dire le risque zéro n'existe pas, bien évidemment, sur de tels mouvements sociaux qui sont devenus particulièrement violents. Mais en tous les cas, la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre a permis de contenir au mieux cette vague qui était annoncée de casseurs. Je parle de casseurs. La doctrine, mais aussi les effectifs qui étaient particulièrement mobilisés, très très nombreux. Il faut le dire, 7400 pour Paris, c'est énorme, c'est presque inédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une difficulté, c'est qu'on est confronté à une nouvelle forme de mouvement social, particulièrement mobile, particulièrement violente, et que le maintien de l'ordre que l'on avait jusqu'à présent, c'était un maintien de l'ordre qui consistait à contenir à distance les manifestants quand c'était des manifs violentes. On avait eu des prémices, d'ailleurs, notamment lors des manifestations contre la loi travail en 2016. Déjà, on avait senti qu'il commençait à y avoir un tournant dans la pratique de la manifestation. Aujourd'hui, on y est. Donc, comme ce sont des petits groupes particulièrement mobiles, on est obligé de s'adapter et de se mettre à niveau, et donc d'être particulièrement mobile. Et pour être mobile, eh bien, il faut plus d'effectifs parce qu'on est obligé d'être disséminé à travers la capitale. Est-ce qu'il l'avait avant ou pas? Ça, on ne le sait pas. Casse-toi. Ensuite, il y a cette insulte. On parlait des insultes tout à l'heure, qui visent le policier. Pardon, mais sac de merde, on l'a vu, c'était écrit noir sur blanc. Il y en a qui l'a dit un jour ici sur un plateau télévisé, j'étais en face. Donc le policier se retourne, gifle, tentative a priori d'interpellation, là c'est un peu plus flou. Alors ça n'excuse en rien, mais c'est toute la scène. Encore une fois, on resitue tout dans le contexte. Les insultes, comme les coups qu'on reçoit, est-ce que de temps en temps, un policier, il peut partir envoyer? Mais bien sûr, mais enfin on est des hommes et des femmes comme tout le monde. Enfin, vous croyez une seule seconde qu'on est préparé à un niveau de telle violence? Là, c'est 10 secondes. Mais on vit ça de 8h du matin jusqu'à 20h le soir, tous les samedis, et au quotidien dans nos missions, parce que ça, ce n'est qu'une infime partie des missions de police. Je rappelle que la police fait entre 4 et 5 millions d'interventions par an. Ramenons ça aussi à la globalité du travail de la police nationale. Je me répète, ça n'excuse pas des gestes comme cela. On est policier, on est censé avoir un sang-froid, une maîtrise de soi. Mais on est dans un contexte où les collègues sont acculés depuis plusieurs mois, ils n'en peuvent plus, ils sont insultés. Peut-être que ce collègue a subi policier suicidé à moitié pardonné, ou suicidez-vous, ou toutes sortes d'insultes. Mais à un moment donné, on peut ne pas le justifier, c'est un fait, mais on peut comprendre
qu'on ait des policiers qui pètent un câble. Il faut décélérer là quand même. Pardon ? Il faut qu'on trouve le moyen de décélérer. Il faut baisser. C'est pas les policiers qui sont venus manifester, madame. Mais non, mais attendez, ce que je veux dire... C'est les gilets jaunes qui viennent et qui, au départ, agressent les policiers. Mais vous n'avez pas de responsabilité, vous n'avez pas les moyens de répondre, mais le problème de la crise sociale et de cette montée en tension qui est incessante depuis 3 ans doit poser une question. Oui, mais nous, on n'est pas là pour régler des problèmes politiques, on est là pour régler des problèmes de violence. Qu'est-ce que vous préconiseriez, qu'est-ce que vous demandez à M. Castaner ? Mais alors déjà, c'est pas Christophe Castaner de répondre, parce que c'est un problème social. Donc je pense que c'est du niveau du Premier ministre et du Président de la République. Mais moi, pour vous, c'est pas un problème de gestion. Mais non, mais moi je le dis depuis le début, depuis les premiers incidents du 24 novembre, je dis si on veut éviter toute une montée de violence comme celle-là, il faut une réponse politique. Mais syndicalement, je ne suis pas le seul à le dire. Tout le monde le pense comme ça. D'un point de vue technique, on a donc changé depuis quelques semaines les méthodes d'intervention. On vous a demandé d'aller au contact. Oui. Quand on va au contact, on est potentiellement confronté à ce genre de scène qu'on a vécu parce qu'on est face à face, touche-touche, on va interpeller Sauf qu'on n'a pas été formé, monsieur, les gens. Pour ce genre de maintien de l'ordre, on n'a pas été formé. Ah bah voilà, donc là, est-ce qu'il n'y a pas un problème là, mais alors déjà, il faut... Vous, qu'est-ce que vous dites déjà, à votre ministre de tutelle ? On ne nous a pas demandé d'aller au contact, c'est nous qui avons demandé d'aller au contact. C'est-à-dire que nous, syndicalement, on a dit au gouvernement, le maintien de l'ordre à la française tel qu'il existe jusqu'à présent de tenir à distance n'est pas efficace. Il n'était plus efficace. Puis on le voyait parce qu'on essayait de garder à distance et on avait les manifestants qui venaient s'en prendre physiquement à nous à 2-3 mètres. Donc il fallait adapter le maintien de l'ordre. Donc nous l'avons demandé à titre syndical. Le gouvernement l'a mis en place. Bien, aujourd'hui, on essaye d'y faire face du mieux que l'on peut avec les moyens à notre disposition. Mais quand on change une doctrine du maintien de l'ordre qui existe depuis des décennies, et qu'on passe à un maintien de l'ordre complètement nouveau, et qu'une partie de mes collègues aujourd'hui qui ne sont pas professionnels du maintien de l'ordre, je rappelle que les professionnels du maintien de l'ordre, ce sont les CRS et les gendarmes mobiles, mais vous avez beaucoup de policiers de la préfecture de police qui sont mis en complément des dispositifs de maintien de l'ordre et qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre. C'est pas leur cœur de métier. Pour que ça soit très précis, donc c'est le gardien de la paix quand on fait le 17, qu'on peut retrouver dans ce genre de manifestation. En général, on fait appel à des unités spécialisées sur l'Île-de-France qui sont de la préfecture de police, les compagnies d'intervention qui sont des CRS, mais pas du même niveau professionnel que des CRS, parce que ce n'est pas du maintien de l'ordre au quotidien qu'ils effectuent. Et puis, on a les BAC qui interviennent. On a des motocyclistes aussi, ce qu'on appelle... C'est un mot qui ne me plaît pas trop, mais on appelle ça les braves, les brigades de répression d'action violente. Bon, les brigades anti-casseurs, ce qu'on appelle... Voilà. Bon, ça, ce sont des collègues qui ont d'autres missions au quotidien. Quand il n'y a pas de gilets jaunes, ils font leur mission habituelle d'intervention, de sécurisation, d'escorte motocycliste. Voilà, ce ne sont pas non plus des professionnels du maintien de l'ordre, et il faut qu'ils soient formés en conséquence et équipés aussi en conséquence. On se retrouve dans quelques instants pour ce débat passionnant. Concernant les enquêtes qui sont en cours sur les policiers, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, on dit souvent que ce sont des enquêtes qui n'aboutissent jamais, on l'entend beaucoup nous sur le terrain. Donc je vous donne là le chiffre, il y en a une 30aine qui ont abouti, donc 30aine d'enquêtes qui sont maintenant entre les mains de la justice et c'est la justice qui va décider. Vous savez, parfois la justice est un petit peu longue. Et bien, la justice a 30 enquêtes entre les mains et va décider si les policiers vont passer en procès ou si ce sera du sans-suite. Donc évidemment, on va suivre ça et on vous donnera les avancées de ces enquêtes-là. Alors pour compléter ce que disait Tiffaine Piauget, effectivement, la police... de ce que je connais, je ne vais pas parler de la gendarmerie, mais pour la police nationale, c'est une des professions non seulement les plus contrôlées, mais les plus sanctionnées. Et en plus, on a le principe de la double sanction. C'est-à-dire que vous pouvez être condamné pénalement et condamné administrativement. Justice, voilà. Et vous pouvez ne pas être condamné pénalement, c'est-à-dire que vous pouvez être relaxé, mais malgré tout être sanctionné administrativement. Et ça, c'est important de le préciser. Ne pas laisser croire non plus à nos téléspectateurs qu'il y aurait un laxisme dans les sanctions qui seraient prises contre les policiers. Je peux vous garantir que, contrairement à l'image qu'on peut avoir, l'IGPN n'est pas du tout apprécié en interne, ce qu'on appelle historiquement les bœufs carottes. Voilà, ils enquêtent très souvent à charge. Ils font leur travail, moi c'est des collègues, mais ils enquêtent
souvent à charge, justement parce qu'il y a cette image de la police à avoir exemplaire et qu'on ne peut pas faire autrement que d'avoir des enquêtes de ce type. Mais on aimerait, nous aussi, syndicalement, qu'on ait l'inverse du miroir. C'est-à-dire que quand c'est à décharge et qu'on reconnaît que le collègue n'est pas fautif, eh bien qu'on le dise aussi. Parce que dire qu'on a condamné un policier, c'est une chose, mais reconnaître qu'en fait, il ne s'est rien passé et qu'il n'est absolument pas responsable et condamnable d'une action qui a eu lieu, c'est bien aussi de le dire. Il y a plusieurs dizaines de révocations. J'ai bien révocation, c'est-à-dire voilà, on exclut la police nationale. Voilà, on met un peu tout sur la table. Là, il est dans son rôle, Christophe Castaner, parce que tout à l'heure, on avait des mots voilà, un peu critiques parfois sur son action. Qu'est-ce que vous ressentez quoi quand vous le... Non, mais moi, le ministre, il est dans son rôle. C'est le premier flic de France. C'est pas incohérent qu'il soutienne ses troupes. Je suis pas d'accord avec vous. Il y a des choses dont on ne parle pas. Vous voyez, on parle des violences depuis tout à l'heure. C'est le but du débat, hein, de ce qui s'est passé du 1er mai. Mais est-ce qu'on a parlé sur d'autres plateaux, dans d'autres médias, au JT, de ces 2 policiers dont les véhicules ont été tagués devant leur domicile ces derniers jours avec des menaces de mort? Personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est de la violence aussi, ça. Ou alors, quand vous voyez sur cette devanture de la Caisse d'Épargne le 1er mai, CRS égale Daesh, c'est quand même de l'apologie du terrorisme. Quand même. Mais oui. C'est de la bêtise. Non, quand on fait CRS Daesh, c'est pas de la bêtise, hein, c'est de l'apologie.